Il y a peut-être d'autres façons. Là, je n'ai pas l'information, mais de ma compréhension, techniquement, ce qu'il est possible de faire, sans parler de destruction, c'est utiliser Polkadot. Et donc, la manière dont moi j'ai compris la chose, c'est qu'en gros, il y aura un sort de vault intermédiaire qui sera géré par la techno Polkadot et qui fera que, en gros, ben, je te freeze un token d'un côté et je le fais vivre de l'autre. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Get Robert. Donc, si j'ai pas de bêtises, c'est Get Robert épisode 4. Get Robert, qu'est-ce que c'est? C'est mon show où en gros, vous avez des questions et j'y réponds. Et on va tout de suite commencer. Donc, on peut commencer. Alors, tu penses quoi sincèrement des NFT et du futur? Dans quel type de NFT conseilles-tu d'investir et penses-tu que c'est possible sans forcément des gros moyens? Donc, tu penses, donc il y a plus ou moins trois questions. Donc, tu penses quoi, sincèrement, des NFT du futur? Donc, moi, ce que je pense, c'est que les NFT, c'est le futur. En gros, on vit dans un monde capitaliste et toutes les choses qui sont autour de nous, en fait, appartiennent à quelqu'un. Et le NFT, donc, ce que ça fait, c'est une technologie qui permet de définir qui est le propriétaire d'une chose. Et cette chose, elle peut être digitale ou physique. Donc, de mon point de vue, en fait, le NFT va devenir la norme mondiale au niveau de la possession. Donc ça, c'est mon point de vue. Ensuite, dans quel type de NFT conseilles-tu d'investir? Donc là, dans quel type de NFT conseilles-tu d'investir? C'est globalement dans les NFT dans lesquels tu crois. Donc tout simplement, c'est dans lesquels tu crois. Si tu connais enfin, déjà, est-ce que tu connais qui est derrière le projet? Oui, non. Déjà, si tu connais pas qui est derrière le projet, ça, de mon point de vue, en fait, c'est un drapeau rouge. En fait, c'est un mauvais signal. Donc, c'est de savoir en fait qui est derrière. C'est est-ce que tu crois à la personne? Est-ce que tu crois que cette personne peut construire en fait la vision en fait qu'elle exprime? Et donc ça, c'est plus sur les NFT de type utilité. Et après, sinon, c'est dans les NFT, on va dire plus de type art, où il n'y a pas forcément d'utilité. On va dire donc un NFT sans utilité, on va dire c'est tout simplement quelque chose que tu aimes, tout simplement. Et après, est-ce que c'est possible sans forcément des gros moyens? Oui, c'est possible d'investir dans des NFT sans gros moyens. Enfin, c'est comme tout marché. Hein. Dans n'importe quel marché, en fait, il y a une porte d'entrée pour petit budget, une porte d'entrée pour budget moyen, une porte d'entrée pour extrêmement gros budget, une porte d'entrée pour budget, enfin, un budget très très conséquent. Donc ça, c'est vrai dans tous les marchés. C'est également vrai dans NFT. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà ce que je peux répondre et on peut passer à la prochaine question. Alors, quelqu'un pour m'expliquer comment un NFT prend de la valeur et comment ça se passe avec les contrats après. Donc, j'imagine que c'était après avec un S et pas avec un D. Donc, c'est Even6922. Donc, quelqu'un peut m'expliquer comment un NFT prend de la valeur. Donc, le NFT en tant que tel, en fait, lui, va prendre de la valeur parce qu'en fait, il reflète un asset. Le NFT en tant que tel, en fait, c'est un jeton, c'est du code en fait qui vit dans la blockchain, mais ce jeton en fait il représente quelque chose. Et en fait, le token lui il prend de la valeur parce que la chose qu'il représente peut soit prendre de la valeur ou soit perdre de la valeur. Ça va dans les deux sens. Mais globalement, en fait, c'est ce qui explique pourquoi un NFT prend de la valeur. C'est en gros, c'est la chose qu'il représente prend de la valeur. Et après, comment ça se passe avec les contrats après? Là, je ne vais pas être en mesure de répondre parce que je ne comprends pas la question. Donc, désolé. Prochaine question. Alors, donc je ne comprends pas le principe des NFT. Pourquoi ça a de la valeur si tout le monde peut juste screen le truc en question? Dans ce cas, ce n'est pas l'authentique, mais c'est virtuel, même pour le propriétaire. Donc, à quoi bon? Donc, je ne comprends pas le principe des NFT. Donc, NFT, donc technologie qui permet la propriété sur des actifs digitaux ou physiques. Pourquoi ça a de la valeur si tout le monde peut juste screen le truc en question? Donc, pour répondre à cette question, c'est en gros, imaginons que tu marches dans la rue et tu prends en photo une maison. Et tout le monde peut prendre
la maison en photo. Donc du coup, est-ce que, de ton point de vue, parce que tout le monde peut prendre la photo, peut prendre la maison en photo, ça veut dire que la maison n'a pas de valeur. C'est deux choses complètement distinctes et qu'il faut. Enfin, je pense que la problématique qu'il y a là, c'est de mélanger ces deux choses. Donc, on peut effectivement faire des copies, mais ça restera une copie. Mais c'est pas parce qu'on peut faire des copies que ça définit que la chose d'origine va perdre de la valeur. C'est même plutôt l'inverse. Donc, si par exemple, Mona Lisa, par exemple, dans l'eau, je prends souvent cet exemple, parce qu'il est parlant pour tout le monde, c'est la Mona Lisa. Imaginons le nombre de touristes en fait qui passent toute l'année au musée du Louvre, spécifiquement qui disent OK, je veux voir la Mona Lisa, je veux voir la Mona Lisa, et ils prennent en photo. Si on va sur Instagram, sur n'importe quelle plateforme, on va voir plein de photos de Mona Lisa, mais ça, c'est des copies. Est-ce que ça veut dire que pour autant, l'original, en fait, ça veut dire que l'original n'a pas de valeur parce qu'il y a des copies? C'est deux choses complètement différentes. Et dans ce cas, ce n'est pas l'authentique, mais c'est virtuel, même pour le proprio. Donc, à quoi bon? Donc, cette partie-là, dans ce cas, ce n'est pas l'authentique. Donc, si on fait un screen, mais c'est virtuel, même pour le proprio, donc à quoi bon? Là, j'avoue ne pas comprendre la dernière partie, mais globalement, j'espère qu'avec les deux exemples, donc avec l'exemple de la maison, avec l'exemple du Mona Lisa, mais en fait, je peux continuer à faire énormément d'exemples. Ça peut être on marche dans la rue et on voit par exemple une Ferrari. Ok, donc je fais un selfie avec la Ferrari derrière et beaucoup de personnes peuvent faire un selfie avec la Ferrari derrière. Est-ce que pour autant, ça veut dire que la Ferrari, en fait, ça va avoir un impact sur sa valeur? C'est deux choses complètement différentes. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Donc, prochaine question. Quelle est la différence par un NFT entre une sécurisation par la blockchain et un certificat authentique? Ben, donc là, Wolsten William, la différence, quelle est la différence par un NFT entre une sécurisation par la blockchain et un certificat authentique? Donc, donc peut-être que je peux me tromper, mais de mon point de vue, quand tu parles de certificat authentique, tu parles de quelque chose qui ne vit pas dans la blockchain. Donc en gros, c'est, si je reformule ta question et de la manière dont moi je la comprends, c'est du point de vue d'un NFT, quelle est la différence entre le fait de l'avoir au niveau de la blockchain et que ce soit un certificat authentique? Le certificat authentique, donc lui, il n'est pas dans la blockchain, il va être dans une forme, donc ça peut être en format papier, etc. Euh, et cette chose-là, elle peut se détériorer, elle peut se perdre, et c'est notamment, en fait, donc là, le certificat authentique, il me fait directement penser, en fait, aux œuvres d'art, et en fait, il y a comme une sorte de, donc ça, j'ai pas trop les bonnes terminologies, mais en tous les cas, il y a des certificats d'authenticité, donc c'est sous forme papier, qui va définir en fait l'historique de qui a acheté telle pièce, telle œuvre d'art, à tel prix, à telle personne, à tel endroit, à telle date, etc. Donc, tout ça, c'est au format papier. Et ce papier, en fait, il peut être détérioré, il peut être perdu, et donc tout ça, en fait, ça complexifie le fait de retracer l'historique, en fait, au niveau de qui est le propriétaire et est-ce que ça, c'est vraiment l'original. L'avantage et l'avantage en fait avec la blockchain, donc la NFT, donc cette technologie qui est sur la blockchain, c'est qu'on peut faire la même chose, mais c'est distribué, accessible de tous et c'est immuable. Et du coup, le réelle différence, c'est que dans un cas, c'est accessible de tous, c'est immuable, ça veut dire qu'on peut pas le modifier. Et dans un autre cas, en fait, c'est donc là, je prends un exemple bien particulier. Désolé si tu penses à autre chose, mais certificat authentique. Donc, quand je pense en fait à des œuvres d'art, donc sous forme papier, donc en fait, il y a des défauts. Et ça, par exemple, ce cas d'utilisation, c'est un bon cas d'utilisation qui prouve pourquoi en fait utiliser la technologie NFT en fait résout toutes les problématiques que j'ai citées auparavant. Voilà. Donc prochaine question. Alors, qu'est-ce qu'un contrat intelligent et est-ce que ça peut être monté sur blockchain? Qu'est-ce qui est le sujet qu'on retrouve constamment avec le FMI, le BSI et le WIF? Le système financier est toujours dans les années 80 et pas adapté pour Internet. Bon, donc contrat intelligent, donc ça c'est smart contract.
Donc, je ne vais pas être en mesure de répondre à tout, hein, parce que donc, je vais répondre à ce que je peux répondre, et après, le reste, malheureusement, je ne pourrais pas répondre. Mais contrat intelligent, en fait, c'est smart contract. Donc, c'est une typologie de blockchain qui fonctionne sur le format if, donc si condition, alors action. Et donc, cette façon de fonctionner fait qu'en fait, énormément de choses peuvent être créées sans avoir le recours à un intermédiaire. Donc, on peut prendre n'importe quel cas d'usage où, en gros, imaginons en fait une vente de voiture, on prend un intermédiaire et en gros, il faut d'abord déposer les fonds, qu'il y ait des vérifications et ensuite, quand les vérifications sont faites, alors à ce moment-là, on envoie l'argent. L'intermédiaire qui est entre le je veux acheter le véhicule et celui qui vend le véhicule, donc l'intermédiaire, il peut être remplacé par un contrat intelligent. Donc, qu'est-ce qui est le sujet qu'on retrouve constamment? Après, sur cette partie-là, je ne vais pas. Sur les deux autres questions, en fait, je ne vais pas être en mesure de vraiment répondre. Donc, désolé, mais voilà, j'espère que ça a répondu en tous les cas sur contrat intelligent. Voilà. Donc, après, peut-être qu'il y avait un thread original. Donc, encore une fois, là, je manque du contexte original, mais c'est tout ce que je peux dire en tous les cas à ce niveau-là. Donc, prochaine question. Alors, donc là, c'est une question qui vient d'un tweet en anglais. Donc, alors, question, si j'achète chaque NFT d'une collection, puis-je rééditer l'œuvre d'art en tant que ma propre collection avec une nouvelle feuille de route utilitaire parce que techniquement, je possède l'art, les droits. Alors, donc a priori, donc là, c'est une personne qui est sur le blockchain Solana, mais peu importe, hein, parce que la question est vraie sur tous les sur n'importe quelle blockchain. Donc, de base, en fait, lorsqu'on achète un NFT, il n'y a pas un transfert automatique en fait des droits. Il faut au préalable, donc ça pourrait être techniquement, on pourrait avoir cette approche-là, si techniquement le NFT en fait prévoit cette chose, qui est en fait une cession des droits d'utilisation en fait de l'art. Donc techniquement c'est possible, mais il faut qu'à priori, a priori il y ait un transfert de droits. Donc si on part du principe que le transfert de droits est en place, techniquement c'est possible en fait de dire ok ben en fait j'achète, j'ai l'art et de cet art là en fait moi je me recrée une collection. Donc techniquement c'est possible. Ensuite l'idée c'est qu'est-ce qui la question que moi j'aimerais poser, c'est plutôt qu'est-ce qui te pousserait à réaliser ça? Qu'est-ce qui te pousserait à finalement te dire, OK, en fait, je vais acheter euh, tous ces NFT là de cette collection et je vais me refaire une collection. Qu'est-ce qui te pousserait à faire ça? Euh, donc ça, c'est la première question. Et deuxièmement, le côté authentique d'une collection, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. C'est-à-dire que ça peut être un critère qui définit en fait qu'une communauté en fait va vouloir en fait se suivre en fait à une collection ou en tous les cas faire partie d'une communauté. Donc c'est voilà. Donc techniquement c'est possible si a priori il y a un transfert des droits un transfert total des droits d'usage. Et ensuite, c'est plus, si techniquement c'est possible, moi je pousse plus la question sur pourquoi tu voudrais faire ça et ne pas omettre l'aspect authenticité. Voilà. Alors, est-ce mauvais de frapper sur le réseau de Polygon sur OpenSea? So, is it bad to mint on the Polygon network on OpenSea? Euh, donc, technique, enfin, il y a rien de mauvais, hein. C'est en fait, tout est possible. Euh, il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, la communauté, euh, comment dire ça? La communauté, en fait, voit euh,
plus de valeur lorsque c'est sur Ethereum, pour diverses raisons. En tous les cas, c'est le cas. Et donc, du coup, il y a une sorte de vision de si c'est sur Polygon, je vais le voir un peu comme si c'est un peu cheap. D'accord? Donc, c'est la vision aujourd'hui. Mais est-ce que ce sera la vision euh, de tout temps? Ça, moi, je suis pas devin. Mais en tous les cas, la vision aujourd'hui, c'est que, en gros, si on compare en fait un token qui est sur Ethereum et qui est sur Polygon, en fait, il y en a un qui va avoir une valeur intrinsèque plus élevée que celui qui est sur Polygon. Donc, celui qui est sur Ethereum, il aura une valeur intrinsèque plus élevée que sur Polygon, ne serait-ce que sur le fait que, parce que ça vise sur la blockchain Ethereum. Donc, ça, c'est la vision d'aujourd'hui. Est-ce que ça va persister? Je ne sais pas. Mais techniquement, il y a rien de mauvais. C'est juste qu'il faut être conscient que la communauté aujourd'hui euh, valorise largement plus des tokens qui sont sur la blockchain Ethereum. Voilà ce que je peux répondre. Et prochaine question. Alors, NFT Collector, que regardez-vous lorsque vous achetez des projets? Donc ça, c'est une question qui est assez récurrente. Et l'idée, c'est de dire, en gros, quels sont les facteurs que l'on va chercher avant de se dire, OK, je veux euh, acheter un token de ce projet-là. Donc là, je vais parler de moi. Moi, personnellement, la première chose que je regarde directement, c'est en gros qui est derrière le projet. C'est de savoir qui est derrière le projet. Et à partir de ça, déjà, c'est comme si, en gros, globalement, ça fait 80% de mon choix. C'est de savoir, en gros, qui est derrière le projet. Et ensuite, l'autre chose que je vais regarder, parce que c'est mon affinité à moi, c'est plus ou moins, c'est quelles sont les utilités que euh, le token va m'apporter. Donc d'abord, c'est en un, moi ce que je regarde, c'est qui est derrière le projet. Et après, en deux, c'est en fonction de la collection, c'est quelle utilité je vais avoir en possédant un token. Donc moi ce que je regarde. Il y a d'autres personnes qui vont regarder autre chose. Chacun est libre de faire comme bon lui semble. Moi, j'ai juste partagé en fait ma manière en fait de ce que je regarde en fait sur un projet. Après, je pourrais donner des petits détails un peu plus génériques. On va dire quelqu'un qui donc je parle pas de moi, si je prends on va dire quelqu'un de lambda dans l'espace NFT, ce qu'il va regarder, c'est en gros est-ce que la team, en fait, est-ce qu'on sait qui est derrière la team? Il y a des exceptions à ça. Si on pense à Gobelin, enfin, la team, elle n'est pas, la team, elle est pas, on ne sait pas qui est derrière, il n'y a pas de roadmap, etc. Et pourtant, ça, enfin, ça a une grosse percée alors qu'on est en bear market. Donc, il y a toujours des exceptions. Mais de manière générale, moi, basé sur mon retour d'expérience du marché NFT, je dirais que de manière générale, ce qui est regardé, c'est en gros, c'est qui est derrière le projet, les utilités, la communauté et aussi également le volume. Donc savoir est-ce qu'il y a est-ce que le marché secondaire, en gros, est-ce qu'il est, est-ce qu'il bouge beaucoup, quoi. Donc là, je parle de marché secondaire, donc je pars du principe qu'en gros que ça a été sold out. Donc les ventes initiales en gros ont été faites de manière complète et que en gros on est sold out et qu'on est à 100% marché secondaire. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire en fait avec mon retour d'expérience du marché crypto. Donc j'ai donné moi ma vision personnelle. Après j'ai donné un peu moi ce que j'ai vu plus ou moins du marché. Et donc j'espère avoir répondu à la question et on passe à la prochaine question. Alors, j'ai remarqué que certaines collections NFT ont PFP qui ressemble énormément au dessin animé de l'an 2000. Quelle est la légalité derrière cela? Est-ce encore une zone grise ou n'y a-t-il pas de droit d'auteur dans le Web3? Alors, il y a bien évidemment en fait la notion de droit d'auteur. Donc, c'est pas quelque chose qui n'existe pas en fait dans le Web3. Il y a ce principe-là qui existe également. Ensuite, il faut. Moi, je suis pas un expert copyright,
Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut dissocier en fait enfin, il faut définir ce qu'est une ressemblance. Est-ce que c'est une ressemblance en fait au niveau de, si on fait un, une comparaison et on peut voir directement que c'est la même chose, ok. Est-ce que c'est, on s'inspire de la chose. euh, Moi, ce que je sais en fait au niveau des droits d'auteur, donc dans le milieu NFT, c'est techniquement, après, ça va dépendre en fait de qui est. Donc là, en fait, donc là, c'est un dessin animé, donc on va dire que c'est quelque chose qui n'était même pas dans la blockchain. Donc là, je vais plus ou moins imaginer un scénario. Donc imaginons qu'il y a une collection qui est lancée. Je pense techniquement que s'il y a un conflit au niveau de droit d'auteur, que enfin, la société qui gérait, enfin tous les cas qui a les droits au niveau de dessin animé, peut attaquer l'entité qui a lancé le projet. Donc ça, elle peut totalement le faire. Après aujourd'hui, après bon, je vais m'arrêter là parce que l'exemple il est juste sur des dessins animés de l'an 2000. Donc techniquement, en fait, l'entité qui détient les droits d'auteur au niveau en fait des dessins animés de l'an 2000, donc je ne sais pas ce qui est cité, s'il y a un conflit et s'il y a un, une violation de droits d'auteur avérée, ils sont tout à fait en droit et ils peuvent euh, en gros remonter l'affaire. Donc, j'ai pas le terme juridique, mais globalement, ils peuvent se défendre et faire valoir leurs droits. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà. Donc, prochaine question. Alors, si vous possédez une œuvre d'art NFT sur une blockchain, pouvez-vous la lister sur une autre blockchain et la détruire sur la blockchain d'origine? Je sais que cela ressemble à la façon dont la téléportation peut fonctionner, mais si c'est à toi, n'est-ce pas? Alors, si vous possédez une œuvre d'art NFT sur une blockchain, pouvez-vous la lister sur une autre blockchain et la détruire sur la blockchain d'origine? Donc là, je vais prendre des pincettes. Techniquement, moi, ce que je sais, c'est que, donc déjà, donc si on imagine qu'il y a divers types de blockchains, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a Polkadot qui peut servir en fait d'intermédiaire. Et donc, de ma compréhension, donc sans parler de destruction, la manière dont moi je vois Polkadot fonctionner, c'est, imaginons qu'il y a un token sur Ethereum et on veut, imaginons, l'envoyer sur Solana. Polkadot, en fait, serait là comme une sorte d'entité intermédiaire qui, en gros, stockerait dans un sort de vault le token Ethereum et générer une copie pour l'envoyer sur Solana. Donc, en gros, c'est comme si je te gèle sur le monde Ethereum. Il est là, donc il y a la preuve au niveau de la blockchain. Et à partir de là, voilà la pièce authentique qui la représente dans le nouveau monde. Donc, moi, c'est ce que je connais. Après, il y a peut-être d'autres façons. Là, je n'ai pas l'information, mais de ma compréhension, techniquement, ce qu'il est possible de faire, sans parler de destruction, c'est utiliser Polkadot. Et donc, la manière dont moi j'ai compris la chose, c'est qu'en gros, il y aura un sort de vault intermédiaire qui sera géré par la techno Polkadot et qui fera qu'en gros, ben, je te freeze un token d'un côté et je le fais vivre de l'autre. Donc, voilà ce que je peux répondre sur cette question et on passe à la prochaine question. Alors, quelqu'un peut-il m'expliquer les avantages d'ajouter des flashbots à votre MetaMask? Là, malheureusement, j'ai pas le. Je vais prendre ça en photo. J'ai pas le. Je sais pas de quoi on parle, donc je vais pas inventer quelque chose malheureusement. Euh... Je sais pas de quoi on parle, donc je ne peux pas répondre. Désolé. Prochaine question. Alors, selon vous, quel est le meilleur utilitaire à offrir pour un NFT dirigé par des femmes? Mhm. Bon, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question. Euh, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question.
J'irais que comme ça, hein, donc moi, je suis pas une femme, donc c'est pour ça que je sais pas si je suis mieux placé pour répondre, mais j'irais que peut-être que une des bonnes utilités, ce serait en gros du côté euh, du community building. Donc en gros, c'est d'avoir le token comme une sorte de droit d'accès à une communauté. Et en gros, d'avoir un espace inclusif où, en gros, elles se sentent en confiance et elles peuvent exprimer librement leur point de vue, leurs opinions. Et puis, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Bon, moi, c'est ce que je dirais. Je ne sais pas si c'est réellement ce qu'elle voudrait. Je pense qu'il faut tout simplement, peut-être même limite faire un sondage hein, pour leur demander, aller dans des communautés comme World of Women, Boss Beauty, euh, Femme Lady, Femme Lady Squad, ce type de projet, Women and Weapon, aller dans ces types de projets, poser des questions, prendre la température, même limite aller dans le Discord, faire des recherches basées sur mots-clés, et après même limite engager, poser des questions de qu'est-ce qui a fait qu'elles se sont aujourd'hui euh, qu'elles ont voulu en fait faire partir de ces communautés. Peut-être que la réponse est déjà ici. Donc voilà comment je ferais. Donc moi, au tout début, en fait, j'ai donné une réponse qui venait de moi. Donc je ne pense pas être le mieux placé. Donc pour avoir la meilleure prise de température, c'est d'aller où est la communauté. Et donc c'est pour ça que j'ai cité 4 projets. Et en tous les cas, moi, à la place de OMG PONU NFT, c'est ce que je ferais. C'est en gros, j'irai où se trouvent actuellement les personnes que je cherche à cibler et leur poser la question tout simplement pour avoir un retour le plus propre possible. Voilà. Donc, prochaine question. Alors, comment évaluez-vous vos pièces? Donc, je vais imaginer que là, on parle de tokens. Donc, comment évaluez-vous vos tokens? Ben, c'est très simple. Enfin, en tous les cas, moi, comment je le fais, c'est je regarde en fait les dernières ventes connues à date du token. Et donc, ça, c'est plus ou moins le. Donc, il y a cette information, donc en gros, les dernières ventes connues et aussi quels sont le floor. En gros, les mêmes tokens, à combien ils sont listés actuellement sur la place de marché. Donc, en gros, ce que je regarde, c'est en gros, actuellement comment c'est valorisé, d'accord, comment c'est listé sur les places de marché par d'autres vendeurs. Donc, ça, c'est un signal, mais c'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour argent comptant, parce qu'en fait, un floor veut tout et rien dire. C'est-à-dire que, en fait, quand j'y veut tout et rien dire, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a un token qui a un floor, ça veut dire que c'est vraiment ce que ça vaut. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il peut être un floor, mais le floor, il est défini par qui? Il est défini par celui qui liste. Et celui qui liste, celui qui veut vendre, il a des motivations. Et en fonction de ces motivations, il va soit mettre quelque chose qui est correct, ou soit mettre quelque chose qui est très agressif parce qu'il a X raisons de le faire. Donc, il y a la partie combien c'est listé, et après, il y a la partie également euh, les, les, les dernières transactions connues. Et là, on peut soit regarder en fait soit la dernière transaction, ou soit regarder en fait faire une moyenne sur les dernières transactions. Et, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je fais tout simplement. Parce que sinon, après, derrière, c'est juste latent en fait. C'est de se dire, ok, ben, j'imagine que ça vaut ça. Donc il faut vraiment se baser sur des données fiables. Et les données fiables, les plus fiables qu'il peut y avoir, c'est à combien ce type de token, au même niveau de rareté, au même niveau de metadata, de propriété metadata, à combien en gros il s'est vendu récemment, quelles sont les dernières ventes, etc. Donc voilà comment je ferai. Donc, prochaine et dernière question. Alors, je suis curieux. Le NFT changera-t-il le monde? Et si vous le croyez, veuillez partager le qui, quoi, comment, où et comment. Merci. Donc là, c'est Brian McGill.
En gros, a priori, il fait quelque chose d'assez intéressant. C'est en gros, si, donc ça c'est ma perception. J'imagine que si il fait ce tweet, c'est parce qu'en fait, il n'a pas l'information. Il cherche en fait à obtenir de la data pour lui-même en fait se faire un avis. Donc moi, ce que j'ai dit et je répète et que je répéterai, c'est de mon point de vue en fait, oui, les NFT vont changer le monde parce que ça va être la norme mondiale au niveau de la possession. Et si vous le croyez, please share the who, what, when, where and how. Donc en gros, partager le qui, le quoi, le quand, le où et le comment. Donc le qui, tout simplement, en fait, c'est de la même façon qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vus comme la communication moderne. Et donc aujourd'hui, c'est utilisé par qui? Par tout le monde. De mon point de vue, la même chose va se produire avec les NFT. Donc ce sera utilisé par tout le monde. Il y aura différents cas d'usage. Le cas d'usage principal qu'on a vu en 2021, c'est autour de l'art. Mon point de vue, c'est que ça, c'est juste le premier cas d'usage, mais toutes les industries, tout le monde va être impacté par ça. Donc le qui, pour moi, c'est tout le monde. Donc le quoi, c'est encore une fois, c'est tout le monde. Le quand, ben, ça, je suis pas Nostradamus. Donc ça, je ne sais pas. Donc ça peut arriver dans 5, 10, 15, je ne sais pas. Mais de mon point de vue, il y a un moment donné où, en gros, le monde, en fait, va se diriger vers ça. Et qu'est-ce qui peut être, donc pour essayer de répondre au quand, ce qu'il faut voir, c'est en gros, qu'est-ce qui peut être les déclencheurs. Donc les déclencheurs, en gros, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette une adoption du monde. Et donc, le camp, en gros, là, je ne sais pas, mais il va peut-être se passer quelque chose, comme par exemple, à un moment donné, il y avait avec Pokémon Go, sur tout ce qui est euh, réalité augmentée, le Pokémon Go, on aurait pu se dire, ah ben en fait, ce phénomène, le camp, ce phénomène, il va déclencher en fait euh, l'adoption mondiale en fait de la réalité augmentée. Donc ça n'a pas été le cas. Mais donc le camp, en fait, moi je ne peux pas définir, mais j'imagine que ça va être soit une succession d'événements, ou soit un gros événement qui va faire prendre conscience au monde que cette chose, en fait, elle est tout sauf une arnaque, tout sauf quelque chose qui est en gros temporaire et qui va être passé de date dans quelques mois. Donc, je ne peux pas répondre au quand. Voilà, et après, le où et comment, ben, ça non plus, je ne peux pas y répondre. Moi, tout ce que je peux dire en faisant partie en fait, de la communauté NFT, c'est que le, le meilleur moyen de le juger, en fait, c'est déjà c'est de le tester pour ensuite enfin, c'est pour se faire un avis qui est le plus propre possible, c'est de le tester, c'est de le tester, de comprendre en fait comment ça marche, quelles sont les interactions, quelle pan ça ouvre. Et après, à partir de là, ben, le quand, moi de mon point de vue, comme je crois en fait à cette technologie, je ne m'intéresse même pas au quand. Je sais que ça viendra, mais à mon niveau, moi tout ce que je fais, c'est en fait, c'est juste d'être un utilisateur en fait. D'être partie prenante en fait de cette communauté qui va grandir et grandir et grandir. Voilà ce que je peux dire. Donc c'était la dernière question pour l'épisode du jour, Get Robert, épisode 4. J'espère en tous les cas, je ne sais pas combien de questions il y a eu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que j'ai répondu en tous les cas que j'ai donné des éléments soit de réflexion, soit des pistes, ou tout simplement donner une réponse factuellement aux questions qui m'étaient posées. Si vous voulez participer au show, ou en tous les cas, si vous avez une question, si vous voulez la poser, très simple, vous me taguez sur Twitter, @RobertNelta, et vous utilisez le hashtag GetRobert. Donc, toutes les infos, normalement, elles vont être là. Toutes les infos, elles seront là. Donc, vous faites ça, et ensuite, moi, je pourrais prendre votre information et puis l'utiliser, ou même potentiellement si vous êtes en train de regarder en live, vous pouvez commenter et l'information peut apparaître, enfin la question peut apparaître en live, je peux choisir de faire apparaître la question en live. Voilà, donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Get Robert. Ciao!